L'endocardite infectieuse. C'est une infection soit de l'endocarde, soit des valves. L'endocarde, c'est la couche interne du cœur. Donc, c'est une infection soit de la couche interne du cœur, l'endocarde, soit des valves. Valve mitrale, valve aortique, valve pulmonaire, valve tricuspide. Cette infection de l'endocarde ou des valves, elle se fait par une greffe d'un germe microbien. Ce germe va se fixer soit sur des lésions préalables de l'endocarde, donc sur un cœur qui souffre par une maladie, qui souffre d'une cardiopathie. Il souffre déjà, puis le germe va coloniser l'endocarde qui souffre pour aboutir à une endocardite infectieuse. Donc, la greffe des germes sur une lésion préalable de l'endocarde, c'est la maladie d'Osler d'évolution subaiguë. Et rarement, il y aura la greffe des germes sur un endocarde sain. C'est par un germe virulent. C'est d'évolution aiguë et grave. On commence par les mécanismes. Les mécanismes de la maladie d'Osler sur endocarde qui souffre par une pathologie, soit valvulopathie, soit une cardiopathie. Donc, on a notre valvulopathie ou cardiopathie, un cœur qui souffre. Il va entraîner des lésions de jet par les turbulences des mouvements du sang. Ils vont entraîner des lésions endothéliales de l'endocarde ou des valves. Donc, l'endothélium va être lésé du cœur. En conséquence, il y aura la formation d'un thrombus blanc, fibrino-plaquettaire au niveau des lésions. Donc, au niveau des lésions de l'endothélium du cœur, il y aura la formation d'un thrombus blanc, fibrino-plaquettaire. Et à ce stade-là, on est l'endocardite non infectieuse. Les germes n'ont pas encore colonisé le thrombus. Donc, c'est l'endocardite non infectieuse à ce stade. On a notre valvulopathie, cardiopathie. En conséquence, on aura des lésions d'endothélium, puis la formation d'un thrombus. Et là, c'est le stade d'endocardite non infectieuse. Les cardiopathies, c'est cardiopathies ou valvulopathies. Les cardiopathies prédisposantes, existe plusieurs cardiopathies. Il y a les cardiopathies à risque élevé. Il existe des cardiopathies à risque modéré de développer l'endocardite infectieuse. Les cardiopathies à risque élevé, on a l'insuffisance aortique, l'insuffisance mitrale et les cardiopathies congénitales cyanogènes et les porteurs d'une prothèse valvulaire. Et les cardiopathies prédisposantes à risque modéré, on a le rétrécissement aortique, rétrécissement mitral, valvulopathie tricuspidienne et la sténose pulmonaire. Ces cardiopathies vont entraîner des lésions sur l'endothélium cardiaque, soit sur l'endocarde, soit sur des valves. Ils vont entraîner des lésions endothéliales. Puis il y aura la formation d'un thrombus. C'est le stade d'endocardite non infectieuse. Puis, un germe, une bactérie, va entrer soit par ses portes d'entrée. On a les portes d'entrée d'un germe, soit dentaire, digestif, cutané, urinaire, ORL et nosocomial dans le milieu hospitalier par un cathère vasculaire. Les germes responsables sont le streptocoque, staphylococcus aureus, qui touche surtout les porteurs de prothèses, cathéter intraveineux, les toxicomanes. Autres germes, on a le chlamydia, coxilla, bartonella. Ces germes vont pénétrer par voie dentaire, par une porte d'entrée soit dentaire, digestive, cutanée. Puis, par bactériémie, ces germes vont passer dans le sang. Puis, vont coloniser le thrombus. Les bactéries colonisent le thrombus et les bactéries vont former un biofilm entre eux. Et c'est le stade d'endocardite infectieuse. C'est après la colonisation d'un thrombus, après colonisation des bactéries, le thrombus. Cette colonisation elle a poussé à la formation des végétations. Les végétations sont les germes, les bactéries, plus notre thrombus composé de fibrine et fibrinoplaquettaire et des leucocytes. Les leucocytes ont un but pour éliminer ces bactéries. Donc, ces trois germes et fibrines et leucocytes, c'est ça de la végétation. Cette végétation, elle siège sur les feuilles valvulaires, donc sur les valves, soit mitrale, aortique. Elle siège ici, au niveau de la valve, soit au niveau des cordages, donc elle siège au niveau des cordes. Les cordes tendineuses. Soit elle siège sur une brèche d'une
Communication interventriculaire, c'est un trou entre le ventricule gauche et le ventricule droit. Ça, c'est une malformation. La communication interventriculaire. Donc, il peut siéger ici, notre végétation. Il y aura aussi des mutilations. Cette colonisation, elle aboutit à la mutilation. Mutilation, c'est la perforation valvulaire, peut aboutir à la perforation de cette valve. Il y aura une perforation, soit une rupture de cordage. Donc, soit une mutilation. Mutilation, c'est la perforation de la valve, soit rupture de cordage. On peut aussi, en conséquence, il pourra aussi retrouver un pseudo-anévrisme aux fistules, communication anormale entre deux cavités, et la formation d'un abcès, des structures avoisinantes. Pour la clinique, l'endocardite infectieuse, la fièvre, elle est évocatrice d'une endocardite infectieuse. Donc, toute fièvre prolongée chez un cardiaque, chez un sujet qui présente une cardiopathie, comme on a vu précédemment, une insuffisance aortique, insuffisance mitrale, toute une fièvre prolongée chez un cardiaque, elle est considérée comme une endocardite bactérienne jusqu'à preuve du contraire. Pour les signes physiques, lors de l'auscultation, soit on trouve un souffle, soit l'augmentation de l'intensité d'un souffle antérieur, plus la fièvre, c'est évocatrice. Ce souffle est évocatrice avec la fièvre d'une endocardite infectieuse. Pour les examens périphériques, on trouve des signes cutanéo-muqueux. On a le faux Panary d'Osler. C'est ça le faux Panary d'Osler. C'est un petit nodule de la pulpe des doigts, des orteils, rouge, violet. Donc, ce faux Panary d'Osler, il siège soit au niveau des doigts, soit au niveau des orteils, des doigts des pieds. Soit au niveau des orteils, soit au niveau des doigts des mains, la pulpe des mains. C'est ça le faux Panary d'Osler. C'est flécine cutanéo-muqueux. On a le faux Panary d'Osler. Un érythème hémorragique palmaire ou plantaire de Janeway. C'est ça, l'érythème hémorragique. Un érythème soit palmaire au niveau de la main, soit au niveau... Soit on peut le trouver aussi au niveau de ces lésions hémorragiques de Janeway, peut se trouver aussi au niveau du pied. Donc, soit ces hémorragies, érythème hémorragique, soit palmaire, soit plantaire, de Janeway. On a un pétéchier à centre blanc et on a le tache de Rott. Le tache de Rott, c'est lors de l'examen par le fond d'œil. Lorsqu'on fait le fond d'œil, on retrouve ces taches. Taches de Rott. Donc, c'est ça les signes périphériques cutanéo-muqueux. On passe pour les examens complémentaires. Premièrement, on a l'hémoculture. On doit réaliser 3 prélèvements à 1 heure d'intervalle. Donc, rappelez bien qu'on doit faire 3 prélèvements sanguins à 1 heure d'intervalle lors de l'hémoculture. Un antibiogramme pour le choix de l'antibiotique est systématique. Donc, on doit faire un antibiogramme. Autre examen, on a les examens biologiques. On a le syndrome inflammatoire biologique, l'accélération de VS, hyperleucocytose, anémie inflammatoire, une hypergammaglobulinémie à l'électrophérase des protéines sériques. Un syndrome immunologique à la recherche d'une hématurie, protéinurie et des complexes humains. Ça, c'est lors de la biologie. Et on passe pour l'échocardiographie Doppler. C'est l'examen capital, l'échographie. On fait l'échographie transœsophagienne. Elle est plus sensible que le TT. L'échographie, elle permet de mettre en évidence les végétations, comme on a vu précédemment. Cette échographie, elle précise le siège des végétations, la taille, leur mobilité, les destructions valvulaires, les mutilations qui se traduisent par des fuites, et les complications telles qu'un abcès et les anévrismes. Donc, c'est grâce à l'échographie qu'on puisse voir ces lésions. Et les critères de diagnostic, on a les critères majeurs. Les critères majeurs, c'est l'hémoculture positive à 2 reprises, l'hémoculture, et les signes échocardiographiques. Présence de végétation, d'abcès ou d'insuffisance valvulaire récente. C'est les critères majeurs. Donc, si on trouve ces 2 critères majeurs, ça confirme notre diagnostic. Et pour les critères mineurs, il y a les prédispositions, une cardiopathie, toxicomanie, c'est les prédispositions, une fièvre supérieure à 38, les phénomènes vasculaires, un érythème de Janeway, les signes périphériques, ça, les phénomènes immunologiques, comme on a vu précédemment, une hématurie, protéinurie, des complexes humains, l'hémoculture positive, sans réunir les critères majeurs. Donc, si on trouve seulement l'hémoculture, elle est positive, sans les signes échocardiographiques. Donc, c'est un critère mineur. Il faut l'association des deux signes.
où l'échographie compatible avec endocardite bactérienne sans réunir les critères majeurs, sans qu'il y ait une hémoculture positive. Donc, pour considérer comme une endocardite bactérienne, il faut la présence soit ces deux critères, soit un critère majeur plus 3 critères mineurs, soit 5 critères mineurs pour confirmer le diagnostic d'endocardite bactérienne. On passe pour les complications d'endocardite bactérienne. On a des complications cardiaques et des complications extracardiaques. On commence par les complications cardiaques. On a l'insuffisance cardiaque, infarctus du myocarde, troubles du rythme et de la conduction, péricardite purulente, abcès intracardiaque. Et pour les complications extracardiaques, on a les embolies systémiques, AVC, ischémie aiguë des membres, infarctus rénal ou splénique, abcès cérébral, rénal, splénique, les glomérulonéphrite, AVC hémorragique par rupture d'anévrisme mycotique, les rechutes, les récidives. C'est ça l'endocardite infectieuse.